Salut la Bulls Nation, j'espère que vous allez bien. Bon, il était pas mal ce petit road trip en Floride finalement, hein? Deux belles victoires face à Orlando et Miami. On revient à Chicago gonflé à bloc, et en plus avec des beaux matchs, quoi. On avait des bonnes choses, quoi. C'était plutôt sympa, c'était kiffant à suivre. Il y a eu des bons efforts, bah, quasiment tout le long. Il y a eu du suspense dans les deux matchs. Il y a eu des actions clutch en veux-tu en voilà, des stops défensifs, des cartons offensifs. Perso, j'ai kiffé. J'ai beaucoup aimé ces deux matchs en Floride. Donc voilà, deux belles victoires, deux belles performances collectives aussi. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à jeter de ces deux matchs. Donc on va revenir sur ça et aussi sur le match d'avant, parce que avant ça, on a reçu les Cavs. C'était un peu moins fun, encore que, hein, parce que bon, pendant 41 minutes, c'était assez équilibré, on a vu des bonnes choses. Euh, on a fait des bons efforts pour quand même essayer de rivaliser au max face à une équipe qui était quand même le meilleur bilan de la ligue au moment de leur venue au United Center. Ils étaient sur une série de 10 victoires consécutives et je crois que celle-ci était la 11e. On était bien, il y avait 107 partout, il restait 7 minutes de jeu. Et derrière, explosion totale, les Cavs ont fait, bon allez, ça suffit maintenant, vous êtes bien gentils les cocos, mais on a des trucs un peu plus importants à faire. Et ils nous ont pulvérisés. Ils nous ont pulvérisés sur les 7 dernières minutes du match. Ils ont signé un 32-10 ultra violent, quoi. Et du coup, on a perdu de 22 points, 139 à 117. Ça a été quand même assez hardcore, alors que jusque-là, voilà, tout se passait quand même plutôt bien. Un 32-10 où bah, Javonte Green a mis des paniers importants pour les Cavs. Il y a eu beaucoup de hustle play. Jarrett Allen a été excellent des deux côtés, des stops défensifs, des claquettes de l'autre côté, des post-ups. Voilà, Donovan Mitchell qui a claqué des 3 points et qui a, comme souvent face à nous, multiplié les voyages de lancer franc comme il fait régulièrement. Donc voilà, on a pris l'eau et on a sombré bah, de manière. Enfin, c'est assez violent comme manière. Quand tu prends 32-10 en 7 minutes, c'est toujours violent, hein, peu importe l'équipe qui est en face. Mais bon, voilà, les Cavs, c'est la meilleure équipe de la ligue. En tout cas, c'est le meilleur bilan. Ils se sont pointés quasiment au complet. Ils ont reposé Mobley sur ce match-là. Et nous, il nous manquait beaucoup de monde. On avait 6 joueurs absents sur ce match-là, et pas des moindres, hein, quand même. Il nous manquait donc bah, Ayo Dosunmu qui a été opéré de l'épaule, et donc la saison est terminée pour lui. Vucevic, Patrick Williams, Josh Giddey, Kevin Huerter et Lonzo Ball. Donc ça fait quand même beaucoup d'absents quand tu affrontes une équipe aussi puissante en face. Donc logiquement, tu perds ce match-là. Après, c'est sûr que la fin de match est quand même violente parce que bon, bah voilà, tu étais à égalité et puis du coup, tu prends un gros run et derrière, bon, bah, l'écart est assez conséquent. Mais voilà, c'est une défaite quand même assez logique, quoi. Mais voilà, avec autant d'absents, tu as forcément eu droit à des rotations un petit peu différentes. Tu as Norton Tucker qui a beaucoup joué, qui a beaucoup attaqué le cercle, tête baissée, tu vois, qui fonce dans le tas comme d'habitude, qui a beaucoup scoré aussi. Il a mis 22 points, c'est son record cette saison. Kobe continue sa montée en puissance, il a mis 25 points, cette passe décisive, et on en avait déjà parlé de lui dans la dernière vidéo. Spoiler alert, on va beaucoup parler de lui dans celle-ci. Euh, Collins qui fait un bon double-double, 20 points, 12 rebonds, mais qui a quand même beaucoup souffert face à Jarrett Allen, qui à chaque fois, bah voilà, c'est quand même pas n'importe qui en termes de pivot dans cette ligue, donc il nous a mis un peu la misère. Dalen Terry était titulaire euh, par la force des choses avec tous les absents, mais ça lui réussit pas. Ça lui réussit pas d'être titulaire. C'est pas la première fois cette saison qu'il est titulaire et qu'il est très discret pour pas dire autre chose, hein. Là, il a joué que 16 minutes au final, il a beaucoup souffert, il a pas vraiment eu l'opportunité de s'exprimer. Après, c'est pas simple face aux Cavs, hein. C'est quand même une équipe voilà, qui joue physique, qui te bouscule, et Dalen Terry, bon voilà, sur ce match-là, il a pas su répondre à ça. Et il y a d'autres équipes face à qui c'est plus facile de s'exprimer. Les Cavs, bon, voilà, c'est pas évident, donc bah, pour lui, c'était compliqué. Mais globalement, on a vu de bons efforts sur ce match-là, il y a eu des bonnes séquences collectives, mais après, voilà, ça n'a pas été évident. euh, mais voilà, il te manquait quand même Guidé, Dosunmu, Lonzo Ball, voilà, donc tous tes meneurs étaient absents quasiment, à part Trey Jones qui était titulaire du coup, et qui a fait un bon match, Kobe White, voilà, qui était en poste 2. Mais voilà, quand il te manque tes principaux manières de ballon, enfin, la, la grande majorité de tes manières de ballon, c'est pas évident. Et sortir une performance comme ça face aux Cavs, si tu enlèves les 7 dernières minutes, voilà, on était bien. Donc voilà, la fin de match est le pic, mais sur l'ensemble du match, la performance n'est pas si affreuse que ça, quoi. Donc au final, c'était pas si horrible et on a fait des efforts qui étaient quand même bien plaisants et ça nous a permis
d'enchaîner derrière. Parce qu'ensuite, tu débutes ce trip en Floride à Orlando, c'était mercredi soir. Non, non, c'était vendredi. Vendredi. Jeudi, je sais plus. Bref, on a débuté ce trip à Orlando où déjà on récupérait Josh Giddey et Kevin Huerter, donc tu avais déjà un peu moins d'absence, toujours ça de prix. Et puis, c'est une équipe d'Orlando qui, elle, pour le coup, a eu son lot de blessures tout au long de la saison, hein. En début de saison, on se rappelle que Banchero a loupé pas mal de matchs. Wagner en a loupé un petit peu aussi. Là, c'est son frère Mo Wagner qui est absent pour un moment. Je sais pas s'il loupe pas le reste de la saison. Jalen Suggs, lui, il va louper tout le reste de la saison. Euh, voilà, ça fait quand même pas mal d'absents pour eux et du coup, bah, leur saison est peut-être pas aussi flamboyante que ce qu'on aurait pu espérer. Pour moi, Orlando, c'est une équipe top 6 quand tout le monde va bien, quoi. Là, avec les blessures, bon, bah, du coup, ils sont pas mal redescendus au classement. Et il est probable qu'on se déplace à Orlando pour le premier match du play-in, parce que oui, nous, on va finir 10e, on est englué à cette place-là. Mais bref, voilà, Suggs, évidemment, on va jamais souhaiter de blessure à qui que ce soit, mais ça arrange quand même un petit peu les Bulls, parce que c'est un Bulls killer certifié, à chaque fois il nous défonce, Jalen Suggs, donc c'était cool de ne pas l'avoir face à nous pour une fois. Euh, et puis Orlando, c'est quand même une équipe qui nous pose toujours beaucoup de difficultés par rapport à leur taille, même si là, donc voilà, Mo Wagner était absent, et Jonathan Isaac n'a pas joué, ce que je trouve très étrange, parce qu'à chaque fois, lui aussi, il nous met un peu la misère. Mais ça n'a pas empêché qu'on a quand même beaucoup, beaucoup souffert, même si ces deux-là étaient absents. Et on a tellement souffert que bah voilà, Zach Collins a passé une soirée très, très, très compliquée. Et Jalen Smith aussi. Tout le long du match, le fil rouge, c'était combien de fautes ils ont. Il faut absolument éviter qu'ils sortent pour 6 fautes. Mais le problème, c'est que bah, voilà, déjà à la pause, ils avaient 3 fautes tous les deux. Collins, il en fait 2 rapidement dans le début du troisième quart-temps. Smith, il le remplace, mais il en fait aussi. Et les deux sortent en l'espace de 1 minute 30, assez tôt dans le quatrième quart-temps. Donc tu as Zach Collins, 6 fautes. Smith revient, parce que bah, du coup c'est le seul pivot qui reste, 6 fautes. Et donc tu te retrouves avec à peu près 8 minutes et demie de jeu encore dans le match. T'as plus de pivot. Orlando, ils ont eux des intérieurs qui te mettent toujours la misère. Ils mènent de 9 points à ce moment-là du match, 9-10 points. C'est mal engagé. C'est quand même mal engagé, quoi. Tu te dis, là c'est. Et puis en fait, non. En fait, non. Alors que tu pensais que ça allait être le bordel, pas du tout. Billy Donovan, forcé et contraint, aligne un 5 ultra small ball où tu as donc Phillips qui joue en poste 5. Matas Bouzeli 104. Josh Giddey qui donc revenait sur ce match-là et qui a été énorme, qui a frôlé le triple-double avec 19 points, 13 rebonds, 9 passes. Kobe White et Trey Jones sur les postes arrière. Et ça marche, parce que les efforts sont là. Phillips, Giddey, Matas, tu les vois sur la fin de match, tous les rebonds ils sont là, ils se jettent, ils jouent, ils vont jouer physique, tu vois, ils sont là au contact, ils vont récupérer des possessions, des secondes chances qui permettent ensuite d'aller mettre des lay-ups, des 3 points, etc. Il y a des hustle plays dans tous les sens, il y a des stops défensifs, et derrière offensivement, Kobe White a pris feu, quoi. Il a été, on en a déjà parlé dans la dernière vidéo, du fait que voilà, dernièrement il montait en puissance, il prenait le leadership, il prenait de plus en plus de shoot, et c'est lui qui disait, bon, parce qu'il y a quand même des matchs, il y a encore pas si longtemps que ça, où Kevin Huerter avait autant de shoot que Kobe White, ce qui est quand même pas normal. Là, Kobe White, il a fait, bon allez, tu vois, c'est un peu comme le même, regarde-moi, regarde-moi, maintenant c'est moi le patron. Et ben voilà, Kobe White, il a fait ça, et depuis, il est monstrueux. Depuis, il est excellent. On en avait déjà parlé dans les dernières vidéos. Là, contre Cleveland, il met 25 points. Et là dans cette fin de match contre le Magic, il a été mais, absolument phénoménal. Bon, tout le long du match, il a été énorme. Il a mis beaucoup de 3 points dans la première mi-temps. Et plus le match avançait, et plus il s'est mis à attaquer le cercle, en fait, où il a reconnu que sur les pick and roll, il y avait des switches où il se retrouvait face à Wendell Carter, face à Banchero, face à Franz Wagner. Il a fait, tu sais quoi, ces mecs-là, je peux les prendre de vitesse. Premier pas ultra rapide, boum, et derrière, je fonce au cercle et advienne que pourra. Et il a fait ça tout le long de la deuxième mi-temps, et principalement dans le troisième quart-temps, et il a été excellent. Wendell est face à moi, boum, je t'attaque le cercle, je te dépose, et puis moi, je vais jusqu'au cercle. Hein. Salut Wendell. Franz Wagner, même chose. Même s'il est sous le cercle, pas grave, j'encaisse le contact, il y a la faute, pas de problème. Banchero, pas de problème.
Avec le dunk sur sa tronche en prime en fin de match, Kobe White a signé 17 points dans le seul quatrième quart-temps, avec des daggers, des 3 points, des N1, donc tout ce que tu veux, pour au final terminer avec un record en carrière, 44 points, 16 sur 28 au shoot, 7 sur 15 à 3 points, 5 sur 6 au lancer franc, et il va chercher, principalement grâce à lui, on va chercher une énorme victoire sur le parquet d'Orlando, 125-123, qui s'est joué jusqu'à la dernière seconde, parce que donc tu mènes de 2 points, Banchero tente un 3 points mais le loupe, Wendell Carter prend le rebond et dunk après le buzzer. Donc voilà, ça s'est vraiment joué à rien du tout ce match-là, mais voilà, on va le chercher grâce à un Kobe White absolument monstrueux qui aura été phénoménal tout le long. Pas que lui, comme on a dit, Guidé a été excellent. Phillips a fait des super choses alors qu'il a joué en 5. Il a pris des gros rebonds, il a fait des bons close-out, des bons post-up. Il a été des bons box-out, c'est le mot que je cherchais. Il a été très bon. Trey Jones aussi, qui a mis 10 points dans le quatrième quart-temps. Donc Kobe et Trey Jones ont cumulé 27 points dans le quatrième quart-temps. Ce qui est quand même excellent quand ton duo d'arrière est capable de faire ça face à une équipe où c'est le secteur intérieur qui est quand même le plus important, quoi. Et c'est, voilà, quelque part symptomatique de ce qu'on a vu sur les derniers matchs où, de plus en plus, on attaque vraiment le cercle, on a un peu changé de manière de faire, et on va voilà, beaucoup plus provoquer des lancers francs. Là, on en a quand même tenté 30 sur ce match-là. Alors, Orlando, on a eu 40. Il y a eu certains calls assez hallucinants, notamment dans le troisième quart-temps. Mais enfin, bref, nous, on a eu 30 lancers francs sur ce match-là à Orlando. Il y a eu un match il n'y a pas longtemps, je ne sais plus lequel, je ne sais pas si c'est pas Philadelphie, où on est allé prendre 36 lancers francs, ce qui était notre record cette saison. Donc voilà, c'est quelque chose qui devient de plus en plus régulier. Le match à Miami d'hier, on va en chercher 26 des lancers francs. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant et qui est très bien à faire aussi. Sachant qu'on est l'équipe qui en prend le moins cette saison, des lancers francs. On est dernier de la ligue. On tourne à 19 lancers francs par match en moyenne depuis le début de saison. Donc c'est très peu. Et là, de plus en plus, on va dans les 20, 25, 30 et donc 36 l'autre fois aussi. Donc c'est une progression qui est notable. C'est intéressant de voir qu'on a d'autres armes. Parce qu'il y a plein de matchs comme ça où, plus tôt dans la saison, tu shootais à 3 points, ça rentrait pas, bon bah t'avais pas d'autre solution. Et là, de plus en plus, bon, on arrive à aller chercher ces lancers francs qui permettent d'avoir d'autres armes. Et notamment ce match à Miami, où l'adresse à 3 points a été affreuse, parce qu'on a fait 11 sur 42. Alors on va basculer tout de suite sur le match à Miami. Encore un match dingue, surtout la deuxième mi-temps, mais voilà, beaucoup d'actions hyper clutch dans la fin de match, où on a quand même eu voilà, beaucoup de difficultés en première mi-temps à mettre notre jeu en place. Miami, ils ont vu Kobe White mettre 44 points 2 jours avant. Ils ont dit, bon, on va s'adapter, hein, beaucoup de prises à deux, voilà, très peu d'espace pour Kobe White qui a eu beaucoup de difficultés en première mi-temps à trouver des bons shoots. Ils se sont dit, bon, plutôt que donner des espaces à Kobe, on va laisser Zach Collins à 3 points, c'est pas grave. Même s'il en met 2 en début de match, dont un avec beaucoup de réussite, ils ont dit, c'est pas grave, c'est pas grave. On va le laisser faire. On préfère ça plutôt que Kobe White qui nous défonce, quoi. Un plan assez logique, tu me diras. Et ça a fonctionné parce qu'offensivement, on avait vraiment eu beaucoup de mal dans la première mi-temps à mettre du rythme, à jouer avec la vitesse qu'on aime mettre en place d'habitude. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Josh Giddey en première mi-temps, il y a beaucoup de. Voilà, il va au cercle, il se fait contrer, il fait des passes dégueulasses directement dans les mains adverses. Il y a beaucoup de choix très compliqués, mais parce que la défense du 8 est vraiment pressante sur lui, sur Kobe, et du coup, c'est aux autres d'essayer de se montrer. Collins met 2 paniers à 3 points, mais à part ça, pas grand-chose. Matas, il met quelques points au début de match, il met un petit dunk sympa dans le deuxième quart-temps, mais c'est pas très régulier, quoi. Après, tu le vois, tu l'as pas beaucoup vu en deuxième mi-temps non plus. Euh, Trey Jones, très peu vu aussi dans cette première mi-temps. Donc voilà, on a inscrit que 48 points à la pause, on a du mal. Et il faut vraiment attendre en fait les dernières minutes de la première mi-temps pour voir quelques possessions un petit peu fluides, un petit peu voilà, où on trouve des bons shoots avec Josh Giddey qui met un 3 points dans les dernières secondes avant la pause. Et ça va un peu mieux dans le troisième quart-temps avec Collins qui rentre 2 nouveaux paniers à 3 points direct. Les 2 premières possessions du troisième quart-temps, boum, Collins, ficelle. Miami prend un temps mort et derrière, bon, ils reprennent un peu de l'écart. Mais en fait, ce qui nous a
vraiment relancer dans ce match-là, c'est d'attaquer le cercle. Et voilà, c'est comme on disait. On en revient à ce que je disais. Quand l'adresse à 3 points n'est pas là, et à ce moment-là, et dans ce match-là, elle n'était vraiment pas là, on a été capable de trouver d'autres solutions. Et là, dans le troisième quart-temps, attaque du cercle, attaque du cercle, attaque du cercle. Josh Giddey qui lance des contre-attaques, qui envoie un alley-oop pour Matas. Kobe White qui va chercher des N1 et qui va voilà, provoquer des lancers francs. Josh Giddey lui aussi qui va mettre des points près du cercle et qui va signer son troisième triple-double de la saison. On va y revenir. À ce moment-là, on revient dans le match. On revient à 1 point, à 2 points, parce que on a attaqué le cercle. On avait, voilà, Miami avait genre 12-14 points d'avance, et d'un coup, on signe un gros run et on revient. Et pourtant, de manière mais totalement incompréhensible, alors il y a peut-être un peu de l'adaptation défensive du hit aussi qui bouche les espaces au cercle, mais tu as l'impression que fin de troisième quart-temps, début du quatrième, on s'est dit, non, maintenant on va prendre des 3 points. Des fois, première intention, 5 secondes de possession, boum, 3 points. Mais non, essaye de. Non. Surtout, t'en mets pas un. On n'en met pas un. Je crois qu'on a loupé 10 secondes tir à 3 points de suite à cheval entre le troisième et le quatrième quart-temps. Pourquoi? Alors que tout allait bien, on attaquait le cercle, on mettait des points, on revenait dans le match. Tu vois. Oh non, on va changer de méthode, on va prendre des. Non, pourquoi? Donc, on loupe tous ces shoots-là, Miami reprend de l'avance. Et, miracle, c'est quand on décide de re-attaquer le cercle, dans le quatrième quart-temps, que on revient dans ce match-là et on repasse devant. Et là, il faut souligner la perf d'un joueur en particulier, c'est Trey Jones, qui a été extraordinaire. On l'a dit, il a déjà été très bon à Orlando, il avait mis 10 points dans le quatrième quart-temps. Là, au milieu du troisième quart-temps, Trey Jones, il a 2 points. Tu dis, bon, on le voit pas beaucoup ce soir, tu vois. Et là, stop défensif, ballon volé, lay-up, contre-attaque. Stop défensif, ballon volé, lay-up, contre-attaque. Ah, il fait le taf des deux côtés. Il va voler des ballons, il a les mains actives, il est toujours bien placé, il anticipe. Contre-attaque, lay-up, contre-attaque, lay-up, contre-attaque, lay-up. Il va mettre 13 points en l'espace de 3-4 minutes. Quasiment voilà, 5 lay-up et un panier à 3 points. Que sur des transitions. Que après avoir fait des super stops défensifs de l'autre côté. Et, euh, et voilà, il a mis le bordel dans la défense enfin, dans, dans, dans l'attaque du hit. Et derrière, il allait mettre des paniers en transition. Il nous fait passer devant dans ce match-là. Euh, il a été extraordinaire. Extraordinaire, Trey Jones. Et depuis qu'il est là. Donc il relance les Bulls. Dans ce match-là, derrière Kobe White continue son attaque du cercle. Il va mettre deux N1 importants. Mais le gros dagger, c'est Josh Giddey. C'est Josh Giddey qui met les Bulls devant, enfin qui met les Bulls à 4 points, pardon, avec un énorme 3 points à 8 mètres sur une action où Miami défend bien, on fait tourner la balle jusqu'à trouver quelqu'un, et dans les dernières secondes, il y a une passe de tout le long de la raquette, Giddey, catch and shoot à 8 mètres, boum, ficelle, et à ce moment-là, on mène 113-109, et là tu te dis waouh, 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 et Giddey a été énorme encore sur ce match-là. Et derrière, bon, voilà, tu conclus l'affaire au lancer franc, mais c'est vrai que Miami, sur la toute fin de match, ils ont enchaîné les possessions absolument dégueulasses de notre défense, voilà, qui a fait que, voilà, mais aussi des choix de Tyler Herro qui était, voilà, shoot en première intention à 3 points, il se fait bâcher par Giddey, shoot en première intention à 3 points, airball, enfin, il a fait des choix absolument dégueulasses. On va pas s'en plaindre. Apparemment, j'ai vu des stats où, visiblement, c'est pas la première fois qu'il chie totalement les fins de match, Tyler Herro. On prend, hein, ma foi, on prend. Et derrière, donc, nous, on a assuré ça et on a fait vraiment des trucs, des choix cohérents. Et je trouve que c'est une bonne chose, mine de rien, dans la progression de nos jeunes, d'être capable d'avoir ces fins de match où bah, c'est serré, il faut garder son sang-froid, il faut faire les bons choix. Et c'est ce qu'on a fait. Guidé a été excellent, Kobe a été excellent, Trey Jones a été excellent. Donc, c'est bon, c'est des bonnes choses pour la suite, quoi. Tu peux pas juste dire, bon, il faut absolument tout perdre, machin, il faut quand même qu'on voie de bonnes choses quand même dans les matchs, quoi. Et ça fait partie des choses que tu peux mettre en avant pour la suite et dire, voilà, on a quand même été capable de faire les bons choix, de garder notre sang-froid, et face à des équipes qui sont devant nous au classement, voilà, qui ont fait les playoffs l'an dernier, etc. Et voilà, nous, on a été capable avec nos jeunes, de résister, de faire les choses comme il faut, quoi. Donc, ça reste quand même des choses assez intéressantes. Et voilà, comme j'ai déjà dit, ce que j'ai aimé dans ce match, c'est notre capacité à se dire, bon, 11 sur 42 à 3 points, euh,
on va arrêter, on va aller faire autre chose. Illustré de manière parfaite par Kobe White. 0 sur 8 à 3 points sur ce match-là, 9 sur 9 au lancer franc. Voilà. Bon, bah les shoots extérieurs, ça rentre pas. On va attaquer le cercle, on va provoquer des N1, voilà, et on va mettre les lancers. Guidi, même chose. Même si sur ce match-là, il a rentré ses 3 points. Lui, c'est un des rares sur ce match-là qui a quand même mis ses 3 points. Mais voilà, il finit à 3 sur 4 à 3 points, 5 sur 6 au lancer franc. Et un énorme triple-double, 26 points à 9 sur 15, 10 rebonds, 12 passes décisives. Voilà, il a encore été énorme. Il continue d'enchaîner les perfs de qualité, comme on l'a déjà dit dans les vidéos précédentes. Donc, depuis la coupure All-Star, il est sensationnel, Josh Giddey. Donc, on en a déjà parlé, de son contrat, etc. Donc, on ne va pas refaire le même topo. Mais on peut faire la même chose sur Trey Jones, parce qu'il a encore été monumental. 10 points dans le quatrième quart-temps à Orlando, 13 points dans le quatrième quart-temps là à Miami. Et on avait un peu parlé de Trey Jones dans la dernière vidéo en parlant de cette stat du fait qu'il perd très très peu de ballons. Là, on va actualiser la stat. Ça fait 12 matchs maintenant qu'il joue à Chicago, 253 minutes sur le parquet, seulement 6 ballons perdus. Le ratio, il est énorme. Il y a très très peu de turnover. Il fait parler son QI basket, sa vision du jeu. Défensivement, il est toujours là, bien placé, il anticipe. Et puis il est quand même costaud pour sa taille, donc il joue un peu physiquement et tout. Il a passé la semaine titulaire, là, le match contre Cleveland et les 2 matchs en Floride. Et il régale. Il fait des trucs vraiment excellents. Excellents. Perso, j'aimerais bien le garder au-delà de cet été, mais il va être libre. Restrictif, donc enfin, il me semble qu'il est restrictif. Il faudra que je vérifie, parce que là, je dis ça, mais je ne suis même pas sûr. Mais de toute façon, il va avoir des offres de la part d'autres équipes qui visent plus haut, qui ont besoin d'un meneur backup intéressant voilà, pour aller chercher peut-être voilà, les playoffs, voire plus. Et il aurait raison d'y aller, quoi. Après, à voir comment les Bulls vont gérer ce dossier-là. Parce que, visiblement, le plan des Bulls, ça reste quand même l'été 2026 où tu as plein de joueurs qui, à ce moment-là, seront en fin de contrat, vont devenir libres. Vucevic sera en fin de contrat à ce moment-là. Kobe White, Ayo, Kevin Huerter, Zach Collins. Donc ça va faire plein de places dans le salary cap et ils espèrent pouvoir signer les gars à ce moment-là. Donc soit en prolonger certains, soit... Donc c'est pour ça qu'il faut voir comment ils vont gérer les dossiers de cet été. Est-ce qu'ils prolongent Guidi long terme et du coup bah, ça fait moins de marge dans le salary cap en 2026. Est-ce qu'ils font la même chose avec Trey Jones parce que du coup, si tu signes Guidé et Jones, ça te laisse moins d'espace dans le cap. Sachant que tu as aussi Patrick Williams qui est déjà en contrat sur long terme aussi. À voir. À voir comment ils vont faire. Mais bon, ça, c'est pour le futur. On aura le temps de discuter de tout ça plus tard. Là, pour l'instant, juste apprécions ce qui se passe en ce moment. On vient de signer 2 super victoires en Floride. Guidi, Jones, Kobe, tout ça, ça fait des super trucs. Alors c'est sûr, j'aimerais bien qu'il y ait plus de minutes pour Dalen Terry, un peu plus de minutes pour Phillips. Mais bon, c'est pas moi qui décide, hein, donc voilà, c'est comme ça. Matas Bouzelis, voilà, il pourrait avoir plus de minutes aussi, mais c'est vrai que voilà, les matchs qu'il fait en ce moment, ils sont pas mauvais, ils sont pas ouf non plus. Il fait des trucs sympas, voilà, il y a des petits dunks par-ci par-là. Défensivement, j'ai l'impression que quand même, il y a un peu plus de possession, un peu plus régulièrement où il est un peu un peu plus perdu, tu vois. Genre quand on décide de défendre en zone, il est là, qu'est-ce que je... Tu vois, il est pas à fond. Pas autant à fond qu'en début de saison où dès qu'il rentrait sur le parquet, tu voyais que lui, il essayait d'être partout à la fois. Là, tu as l'impression quand même que défensivement, il est un peu moins concentré, il est un peu moins sur le truc, quoi, tu vois. On va voir. En tout cas, il fait des trucs sympas quand même offensivement. Quand il a de l'espace face à lui, il va claquer toujours ses dunks. Il fait des bons cuts. Ça, c'est ce que j'aime bien. Jeu sans ballon, il voit qu'il y a un espace, boum, il cut, il va mettre des layups, des dunks. Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est vrai que défensivement, j'ai l'impression que depuis quelques matchs, il est un peu moins focalisé sur ce qu'il devrait faire, quoi. Donc on va surveiller ça. Mais c'est vrai que les Bulls, de plus en plus, mettent des défenses de zone en place par-ci par-là. C'était moins le cas en début de saison, sur la première partie de saison. Et là, sur les 7, 8, 10 derniers matchs, c'est de plus en plus souvent. Et tu as l'impression que Mata, c'est un des joueurs où, quand on passe en zone, il est là. Ah ouais, merde, tu vois, il n'est pas tout de suite dans le truc. Donc, ma foi, c'est comme ça. Ça fait partie de voilà, sa progression, hein. Il n'est pas encore. De toute façon, il faut qu'il ait des minutes. Et
il fait des erreurs. On le voit faire des erreurs. Il y a des passes dégueulasses. Mais il faut qu'il les fasse. Tu vois, ça fait partie de l'apprentissage. Il est sur le parquet pour ça aussi. Il faut qu'il fasse des erreurs. Tu peux pas t'attendre à ce que Matas il fasse tout de manière parfaite. Parce que sinon, il serait voilà, monumental, quoi. Donc voilà, on va le laisser faire ses erreurs, apprendre de tout ça. Et puis voilà, ça fait partie du truc. Donc, il faut juste que ça continue comme ça. Qu'il ait des minutes et que. Voilà, mais c'est la même chose pour Phillips et pour Terry. Donc il faut qu'ils aient des minutes, quoi. Là, si on récupère quelques joueurs, je sais pas comment ça va se jouer, ça va se décider pour eux. Qui va laisser des minutes pour. Là, on a récupéré Guida et Hurter sur le road trip en Floride, mais apparemment, Williams et Vucevic vont revenir très bientôt, peut-être même dès lundi soir contre Indiana. C'est ce que laissait entendre Billy Donovan, mais on ne sait pas, parce qu'il disait déjà que Williams, la semaine dernière, il disait que Williams pouvait revenir pendant le road trip en Floride, et ça n'a pas été le cas. Donc on va voir comment ça se déroule. Mais prochainement, on va avoir peut-être Williams et Vucevic qui vont revenir. Qui va laisser des minutes? Collins, c'est vrai que dernièrement, bon, un petit peu plus en difficulté, là on l'avait dit à Orlando, et même contre les Cavs. Williams, qui va lui laisser des minutes? Peut-être Terry, peut-être Phillips. Donc voilà, niveau développement, ça reste pas toujours ouf ouf, mais voilà. Qui font les 2 victoires qu'on a vues en Floride, parce que c'était quand même super cool, il y a eu des super efforts, 2 matchs clutch, vraiment, et des belles perfs. Donc voilà, il y a pas grand-chose sur lesquels revenir vraiment, et à part les minutes pour Terry et Phillips, quoi. Mais bon, voilà, on a Indiana lundi soir au United Center. On a Brooklyn jeudi au United Center. Et derrière, grosse série à l'extérieur et que contre des équipes à l'ouest. Là, un gros road trip à l'ouest qu'on commence à Houston. Après, il y a les Lakers. Enfin, j'ai plus tous les matchs en tête, mais on va à Denver. Enfin, ça va être très, très, très compliqué. On va à Sacramento aussi. On va retrouver Demar et Zach LaVine. Enfin, bref, grosse série qui nous attend après les 2 prochains matchs à domicile. Donc c'est surtout sur ça qu'il faut se focaliser. Après Trey Jones cet été, Guidé cet été, on aura le temps de voir à ce moment-là. La draft, tout ça, on verra plus tard. Pour l'instant, focalisons-nous sur les matchs, parce qu'il y a des belles perfs, et donc c'est cool de revenir sur ça et pas juste dire ouais, bon, on a perdu, on a rien foutu, quoi. C'est quand même plus intéressant. C'est quand même plus fun quand je me pose pour faire les vidéos pour dire voilà, on a vu ça, c'était cool, quoi. Plutôt que bon, bah voilà, quoi. Donc, kiffons l'instant présent, profitons de l'instant présent, et puis on aura bien le temps de voir la suite en temps voulu. Donc voilà, Indiana lundi, Brooklyn jeudi, et puis on se retrouve après pour débriefer ces 2 matchs, avoir les gros matchs à l'ouest qui risquent d'être compliqués pour nous. Mais bon, voilà. D'ici là, portez-vous bien, et à très très bientôt. Ciao, go Bulls.